Une année, effectivement, jour pour jour, nous sommes arrivés à Goma. Difficultés, défis et challenges, il y en a eu. Parce qu'il faut reconnaître en entrant à Goma, nous ne sommes pas entrés comme si on allait à la messe. Nous avons lutté. Difficultés, il y en a eu. Arrivé à Goma, nous avons trouvé une population meurtrie. Arrivé à Goma, nous avons trouvé que les pillards et les voyous, les clochards avaient coupé l'eau. Ils avaient coupé l'électricité. Ils ont en plus coupé, bien entendu, les banques. Et il y a eu beaucoup de choses. On a trouvé la ville dans une situation d'insalubrité très alarmante. Mais maintenant, devant toutes ces difficultés, nous sommes responsables, nous sommes assumés. Dans la responsabilité, nous avons premièrement, nous nous sommes attaqués de ce qui était constitué comme urgence. Il fallait remettre l'eau au robinet. Ça a été fait dans les 3 jours qui ont suivi notre prise de Goma. Il fallait remettre l'électricité. Ça a été fait une semaine après. Et progressivement, il fallait surtout assainir la ville. Nous avons fait les premiers salongos. C'est samedi et nous avons instauré ce système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce système, on l'a consolidé. Goma, je peux vous dire que c'est la ville la plus propre de la République démocratique du Congo. Nous avons trouvé, bien entendu, que devant cette situation chaotique, il y avait autour d'1 million, plus d'1 million de Congolais déplacés internes, qui à l'époque avaient fui les hostilités, mais que le régime de Kinshasa utilisait maintenant comme bouclier humain. De notre arrivée, bien entendu, après la sécurisation, ils ont regagné volontairement leur lieu d'origine, leur territoire de résidence. Nous avons instauré, surtout, nous avons donné priorité à la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité ont entamé ce qu'on appelle des ratissements, parce que n'oubliez pas, parmi les défis, j'ai oublié, les armes, le régime de Kinshasa a distribué les armes à la population civile, qu'il qualifie de Wazalendo, les bandits des grands chemins, et qui ne savaient pas utiliser les armes. Il fallait récupérer les armes. C'est un travail qui continue, mais les résultats sont probants. Il fallait donc instaurer d'abord l'autorité de l'État. Et ces éléments, c'est à quatre niveaux. Premièrement, la sécurité. L'armée a joué son rôle pour récupérer les armes, pour sécuriser, nettoyer, arrêter les bandits et poursuivre ce travail. Aujourd'hui à Goma, vous dormez, vous n'avez plus de coups de fusil. Ce qui était avant comme les groupes de brigands comme 40 voleurs, il n'y en a plus. La population s'occupe de ces activités. Nos forces, nous avons aussi formé et mis en place la première brigade de la police. Et cette brigade devait jouer le rôle maintenant de la sécurisation des biens, mais surtout la protection des personnes et le maintien de l'ordre. À Goma aujourd'hui, vous circulez librement avec une sorte de discipline qui n'existait pas avant. Les tracasseries sont parties, la population vit vague à ses occupations et c'est parti. Deuxième priorité, après la sécurité, il fallait administrer l'espace. 2 gouverneurs ont été nommés et ces gouverneurs travaillent avec brio. Les maires des villes, les bourgmestres, les administrateurs des territoires ont été désignés. Les chefs de quartier et la cartographie, bien entendu, est allée jusqu'à voir les premiers éléments de la base que nous appelons en Swahili Nyumbakumi ou 10 maisons. Cette organisation administrative fonctionne très bien et nous avons des résultats. Troisième pilier,
il fallait activer la justice. Ça, c'est un processus en cours qui se poursuit aussi. Parce que c'est de la justice qu'il s'agit. Même la parole de Dieu dit, la justice élève les nations. Comme nous avons l'ambition d'élever la nation, c'est un domaine qui nous tient à cœur et pour lequel nous sommes en train de travailler minutieusement. Une commission ad hoc a été mise en place pour la relance de la justice. Cette commission travaille à pied d'œuvre. Elle finira sa mission avec l'installation effective des juridictions et des animateurs de ces juridictions. C'est notamment les 2 cours d'appel au niveau de Goma et de Bukavu, les différents tribunaux de grande instance. Et bien entendu, chaque instance devra être associée avec le parquet. Il y aura les tribunaux de paix au niveau des territoires et autres, mais surtout aussi ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers. Mais toute cette architecture est organisée. En attendant, bien entendu, on a mis en place un mécanisme d'arbitrage avec un centre d'arbitrage qui fait la transition, qui fera plus ou moins aussi la transition avec la justice transitionnelle et la justice classique. Tous ces éléments, c'est l'architecture qui est à pied d'œuvre pour arriver à ça. Ça, c'était sur les questions fondamentales d'un État. Au-delà de cela, parce que nous sommes toujours en termes de bilan, sur le plan économique, d'abord, bénéficiant de la sécurité ainsi obtenue, qui reste à consolider, avec le retour des déplacés internes dans leur milieu, la reprise économique a commencé. La production agricole a commencé. Je peux vous dire qu'en Ngungu, territoire de Massissi, il y a eu surproduction de pommes de terre. Si vous allez à la Grande Barrière comme à Bunagana et partout, vous pouvez vous positionner chaque matin et vous verrez le nombre de camions qui rentrent au Congo avec des vaches. C'est-à-dire que les vaches que les gens avaient fait fuir sont en train de retourner à Massissi notamment. Sur le plan agricole toujours, à Nyiragongo, comme à Rutshuru, la production agricole a repris sur tous les produits vivriers. La coordination elle-même, la coordination politique de l'AFC a plus ou moins fait une plantation de 400 hectares de maïs. Et je peux vous informer que je vous invite, parce que dans les jours qui viennent, nous allons lancer officiellement la campagne des récoltes. Donc, sur ces points-là, l'activité économique a repris, en faisant face, bien entendu, à l'autre guerre qui nous a été imposée, le fait de couper les banques. Tout ça, c'était pour voler l'argent, l'épargne de la population congolaise. Sur le plan social, quel que soit, bien que la guerre était ce qu'elle était, mais l'année scolaire, nous l'avons terminée. Un merveille pour cela. C'est-à-dire que non, bien qu'on ait trouvé l'année où nous sommes arrivés au milieu de l'année, pour la première fois, la province a pu produire, les 2 provinces ont pu produire des bulletins pour les élèves, ce qui ne se faisait plus depuis 5 ans. L'année scolaire a été clôturée et une autre année a commencé, sans grève. Les universités, les instituts supérieurs ont repris leurs activités normalement. Les hôpitaux fonctionnent et en peu de temps, rien que la province par exemple du Nord Kivu, la province a été à mesure de construire un bâtiment au niveau de l'hôpital général et l'activation bien de la mort. Donc sur le plan social, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Sur le plan des investissements, ça c'est le plus important. Les travaux de la voirie urbaine fonctionnent. Et j'ai eu un témoignage d'une maman, 75 ans, qui me dit, mon fils, depuis que les rébellions ont commencé, il parlait des rébellions,
Depuis, je lui ai dit, maman, c'est la révolution, ce n'est pas la révolution. Il m'a dit, depuis que les rébellions ont commencé, depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais vu un mouvement révolutionnaire en train de construire des routes. La route Goma-Walikale via Massis est en cours de réhabilitation. Et ce sont des investissements réels. La route Rutshuru, Goma-Rutshuru, c'est toute la partie Kibumba qui était en état de dégradation avancée, a été arrangée, surtout avec les drainages des eaux. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire sur cette partie, vous pouvez plus ou moins rouler à 70-80 à l'heure par Jeep. On voit autant d'éléments qui ont été pris en charge dans cette question. Ce sont des réalisations et qui sont réelles. Bien entendu, l'activité économique reste animée et puis la consolidation de la sécurité va se poursuivre parce que c'est ce qui est le point le plus important. Mais en même temps, les échanges ont repris normalement, aussi bien avec le Rwanda qu'avec l'Ouganda à travers la frontière de Bunagana et celle d'Ishasha, les frontières de Goma, Grande Barrière, Petite Barrière et celle du Sud Kivu. Les commerces se reprennent normalement et les investissements sont en train de venir. Nous devons dire que pour l'AFC M23, nous avons toujours considéré que la solution à la crise multiforme que connaît la République démocratique du Congo doit être une solution négociée, une solution politique à travers le dialogue. Donc, toute initiative permettant des discussions, de négocier, permettant de dialoguer, ont toujours été les bienvenus en ce qui nous concerne. Entre-temps, je dois vous parler de Luanda ou bien de Lomé, de Douala. Je dois vous dire que les discussions ont commencé à Nairobi. Et toujours à Nairobi, alors qu'on n'a pas clôturé les discussions, on a vu M. Tshisekedi apparaître à Luanda, sans en informer même les autorités kenyanes. Parce que nous sommes épris de paix, nous l'avons suivi à Luanda. Les discussions ont commencé et nous étions sur le point d'aboutir, sans en informer les autorités angolaises. On l'a aperçu à Doha, au Qatar. Nous nous sommes rendus encore au Qatar. Et cette fois-là, je dois vous avouer que les discussions à Doha ont donné des fruits. Je ne dirais pas que c'est ça, on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais il y a eu des pas et qui constituent aujourd'hui des acquis. Ces acquis sont notamment, en avril, on a pu signer un communiqué conjoint. Il s'en est suivi en juillet la signature d'une déclaration commune. Quelques jours après, nous avons encore signé le mécanisme de libération des prisonniers politiques, des prisonniers de l'AFC M23. Il s'en est suivi par la suite la signature du mécanisme de surveillance et de vérification des cessez-le-feu. Et enfin, on a signé en novembre l'accord cadre. 5 documents qui sont les instruments ou préalables aux discussions. De cet accord cadre, ça devait aboutir à 8 protocoles différents. Donc, différents chapitres touchant les questions de négociation et qui devraient faire partie intégrante de l'accord cadre. De ces 8 protocoles, 2 ont été en fait déjà signés, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire le mécanisme de libération des prisonniers, mais aussi le mécanisme de surveillance et de vérification de ce secteur. M. Tshisekedi n'a respecté aucun de ces protocoles, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun prisonnier n'a jamais été libéré. Nous avons donné une liste des milliers de nos prisonniers, de ceux qui sont arrêtés à cause du fait qu'ils sont soupçonnés d'être AFC ou comment.
aucun prisonnier n'a jamais été libéré. Et quant au cessez-le-feu, le cessez-le-feu n'a jamais été mis en œuvre. Toujours par la volonté de Tshisekedi, qui pour lui, la guerre est un business. La guerre, pour lui, c'est un moyen de détournement des fonds. Ces détournements passent notamment par des achats des équipements, la surfacturation dans les procurements, les détournements de ce qui peut être solde des militaires, dans la logistique militaire et tout ça. Pour lui, c'est un moyen de justifier les détournements. Donc, le cessez-le-feu n'a jamais été d'application. Mais aussi, pourquoi? Le cessez-le-feu n'a jamais été aussi d'application parce qu'en réalité, nous avons toujours demandé à Doha que pour qu'on ait les mécanismes de surveillance qui seraient certifiés par l'installation d'une zone tampon. Ce que le régime de Kinshasa a toujours rejeté, malheureusement. Ceci dit, nous avons toujours considéré que le retour de la paix sera effectif après une solution négociée. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, on l'aperçoit encore à Luanda, on l'aperçoit encore à Lomé, on l'aperçoit dans tous les aéroports du monde et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ce qui nous a été fait, c'est que nous avons eu l'invitation de Luanda pour que nous ayons participé à cette nouvelle initiative. Mais nous avons attiré l'attention du président Lorenzo sur le fait qu'il ne devrait pas oublier qu'une année avant, il a été floué par le même Tshisekedi en l'abandonnant pour se retrouver à Doha. Et que nous voudrions savoir, sans rejeter son invitation, nous sommes preneurs de toute initiative de ce genre, mais nous voudrions quand même savoir les sorts qui étaient réservés cette fois-ci à Doha, dès lors que nous sommes sur la table des négociations. Telle est la question. Donc, allons-nous aller à Luanda ou pas? Nous irons, pour autant qu'on nous donne des éclaircissements, qu'on ait la visibilité, ou qu'on évalue ce qui a été fait à Doha, ou bien qu'on nous déclare que non, on a signé le certificat de décès de Doha, et alors nous allons nous engager sur un nouveau schéma, en donnant bien entendu ce qui pourrait être le préalable. Il faut encore le dire, j'en profite, que lorsqu'on parle de dialogue, la cohérence exigerait qu'il y ait 3 étapes. Et le dialogue devait être ce qu'on appelle l'étape finale pour permettre la réconciliation. C'est-à-dire qu'au dialogue, nous serons là avec tous les Congolais, avec la société civile, avec tout le monde, toutes les forces vives, pour nous réconcilier. Mais avant cette réconciliation, avant cette messe, il faut dire que pour cette 3e étape, nous saluons l'action menée par nos pères spirituels, les évêques de la Cinco, l'Église catholique et les évêques de l'Église protestante. Nous saluons cette initiative et nous disons néanmoins que non, avant d'en arriver à cette 3e étape, il y a une 2e étape. Pour l'AFC 23, cette 2e étape devait consister à la négociation. Et cette négociation concerne ceux qui ont pris les armes et ceux contre qui ils ont pris les armes. C'est-à-dire l'AFC et contre le régime de Kinshasa. C'est ce que nous faisons à Doha. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons qu'on revienne à la table des négociations, qu'on discute sur les désengagements, sur les causes profondes de la crise, sur la question de l'armée, parce que l'ARC doit devenir la prochaine armée de la République démocratique du Congo. Les FARDC, on les appelle des clochards, ce n'est pas une armée. Il y a des questions fondamentales, la question des discriminations, la question de la faillite de l'État, la question de l'illégitimité de M. Tshisekedi, la question de la corruption, les détournements, ce sont des questions que nous devons d'abord examiner et savoir qu'est-ce qu'on a fait. Et après cela, on irait au dialogue. Mais pour ces négociations, il y a encore des éléments qu'il faille soulever.
les uns appellent préalable, d'autres parlent de mesures de décrispation politique. Mais nous parlons des mesures de rétablissement de confiance. Pourquoi? Comment allons-nous nous retrouver au dialogue national? Que ce soit à Luanda, Kinshasa ou je ne sais pas où, au moment où il y a des gens qui sont des condamnés à mort. C'est impossible. Comment allons-nous nous retrouver là-bas alors qu'il y a des compatriotes qui sont arrêtés? Comment allons-nous nous retrouver pour nous réconcilier alors qu'il y a des milliers de personnalités qui sont envoyées en exil forcé, qui sont enlevées, kidnappées? Vous suivez les cas aujourd'hui des personnalités comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Minakou Obin, M. Chadari qui était l'un des candidats à l'élection présidentielle en 2018. Ils sont arrêtés comme des nigauds, comme des lapins, et on les traîne, je ne sais pas, sans suivre une quelconque. Ce sont là les préalables. On parle d'une quarantaine de généraux. On parle d'une centaine d'officiers supérieurs de l'armée. Arrêtés chaque jour, et ça m'étonne quand même. Est-ce qu'il y a une armée là-bas? On vient vous ramasser chaque jour, et ces généraux, il y en a qui attendent qu'on viendra m'arrêter demain, il est là, il attend. Et personne ne bronche, personne ne bouge. Et ils sont là. Non, ce n'est pas une armée. Je pense que c'est plus que des civils. Alors, tout ça, ce sont des préalables à la négociation sincère. Mais nous savons une chose. M. Tshisekedi veut gagner du temps. Il tient à faire la guerre sans en avoir la force. Alors, à chaque fois qu'il s'allie à une initiative quelconque, c'est plutôt pour essayer de manipuler tous les acteurs, faire semblant de bonne foi, mais pour gagner du temps, s'armer, se réorganiser et commencer des attaques qu'il ne réussit jamais, évidemment. Parce que c'est une évidence. L'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, les forces de l'AFC-M23, c'est une armée imbattable. Et n'eût été la volonté permanente de ne pas être belliqueux, vous attendriez parler de nous aujourd'hui, non pas au Vira, non pas où, mais on serait quelque part. C'est ce que je vous ai dit, ne mettons pas la charrue devant le peuple. C'est dire que non, dès lors que les conditions seront réunies pour faire le dialogue, nous les ferons partout où il sera, où que ce soit. Si c'est à Kinshasa, c'est entre autres ce que vous dites. Comment allons-nous nous asseoir à Kinshasa avec celui qui nous a condamnés à mort, alors que nous sommes des condamnés à mort? Ce sont des préalables. Je parlais de mesures de rétablissement de confiance, ou bien les mesures de décrispation politique, ou bien des préalables aux négociations. C'est-à-dire les préalables, là, nous avons donné à Doha 8 points. Nous pourrons partager avec vous les points qui constituent ces mesures. Une fois ces mesures mises en œuvre, nous devons terminer les négociations. Les négociations concernent les belligérants, ceux qui ont pris les armes avec ceux contre qui ils ont pris les armes. C'est-à-dire l'AFC-M23 avec le régime de Kinshasa. Mais il a toujours dit qu'il ne va jamais s'asseoir avec nous. Et c'est un préalable. Et ce n'est qu'après avoir nettoyé ces étapes, nous passerons maintenant alors au dialogue. Et avec toutes ces garanties, nous irons au dialogue où que ce soit. Si les conditions le permettent qu'on arrive à Kinshasa, tant mieux. Mais pourquoi on ne viendrait pas faire ces négociations à Goma? Non, la question, je dirais, elle est peut-être mal posée. Je dirais que non, nous avons quitté Uvira de bonne foi, à la demande surtout de la communauté internationale, mieux des États-Unis d'Amérique. Nous avons quitté de bonne foi pour donner la chance au dialogue, aux négociations, et pour donner la chance à trouver une solution pacifique et politique à la crise actuelle. Ce n'est pas pour la première fois que nous l'avons fait. À Bunagana, nous nous sommes retirés aussi. À Massissi, à l'arrivée des forces de l'EAC,
on s'est retiré de plus de 100 kilomètres. À Walikale, pour donner toujours la chance à Doha, nous nous sommes retirés de Walikale centre. Et aujourd'hui, on nous a demandé encore une fois, à Uvira, que non, qu'on se retire. Premier élément ou première leçon à tirer. Nous avons des capacités militaires qui peuvent nous permettre d'aller jusque là où vous ne pouvez pas vous imaginer. Deuxième leçon, nous disons que notre bonne foi ne doit pas être, on ne doit pas en abuser. Pourquoi? Parce que dès le retrait de Uvira, alors que nous avons averti ceux qui nous demandaient de nous retirer, qu'il y a des risques humanitaires énormes, il y a des risques de tueries, il y a des risques d'attaques ciblées, surtout pour la communauté Tutsi du Sud Kivu, c'est-à-dire les Banyamulenge. Nous avons averti et averti. Nous avons même donné une proposition de mesures d'accompagnement en disant que nous souhaiterions que si nous nous retirons, qu'une force neutre vienne pour garantir tout le monde. On ne nous a pas entendus. On s'est retiré, vous connaissez la suite. Résultat de notre retrait, pillage, tuerie, massacre, le blocus a repris sur le Banyamulenge. Les attaques ciblées, nous avons recensé autour de 900 ménages des familles Banyamulenge qui ont dû quitter Uvira et ils sont aujourd'hui à Luvungi, Sangé et surtout à Kamanyola. Tout ça est arrivé et entre-temps, ils ont continué avec les exactions, les tueries. La question maintenant est de, allons-nous rester comme ça, bras croisés, si cela continuait? Nous dirons que non, l'inaction dans ce genre de choses va être condamnable et tout simplement inacceptable. Nous mettons donc à garde les clochards, les voyous, qui sont en train de faire. Et que s'ils continuent, malheureusement, nous prendrons nos responsabilités. Bon, d'abord, je voudrais qu'on évite l'amalgame. Nous avons suivi, évidemment, que l'ambassadrice rwandaise à Washington a fait à travers un courrier une déclaration affirmant la collaboration des AFC M23 avec le Rwanda. Et il a plutôt dit collaboration ou coordination sur les aspects sécuritaires. Il s'en est suivi des interprétations, la manipulation et autres. Pour d'autres, ils ont carrément dit que non, ils ont avoué que c'est eux qui soutiennent l'AFC M23. C'est le Rwanda qui soutient l'AFC M23 et que c'était un aveu. Nous voudrons dire que non, qu'on nous dise en français, est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force, de cette force négative concerne aussi bien le Rwanda que nous. Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien de FDLR on a déjà arrêtés et qu'on a dû les transférer? C'est une collaboration. Autre point, nous partageons avec les Rwandais quelques points frontaliers. Petite barrière, grande barrière à Goma, à Bukavu,
la frontière qui mène à Tchangoungou, à Bougarama, et de l'autre côté, nous avons des frontières. Savez-vous combien de personnes, Congolais, Rwandais et même les étrangers, traversent ou font des mouvements aller-retour sur ces frontières? C'est plus de 40 000 personnes le jour. Toutes ces frontières. C'est plus de 40 000 le jour. Ça veut dire quoi? Dans chaque point frontalier, vous avez les agents d'immigration au Rwanda et les nôtres. Nous collaborons. Ce n'est pas qu'avec les Rwandais. Nous montons un peu plus au nord, à Bunagana, à Ishasha. Ce sont des points frontaliers cette fois-là avec l'Ouganda. C'est la même chose. Nous collaborons avec eux pour arriver à Goma. Toute personne, journaliste, businessman ou qui, pour arriver à Goma, vous devez passer soit par Kigali, soit par Kampala. Doit-on dire que ce n'est pas la collaboration? C'en est une. Je confirme qu'il y a la collaboration. Et c'est pour autant dire que non, parce qu'on collabore sur ces questions, c'est le Rwanda qui est notre soutien. Non. Collaborer ne veut pas dire soutien. Collaborer, nous collaborons justement parce que pour la vie de la population, il y a cette collaboration frontalière qui doit être là. Non seulement avec les Rwandais, mais aussi avec l'Ouganda. Mais pourquoi on ne dit pas que l'Ouganda nous soutient? Parce que nous avons aussi la collaboration avec eux. Pas grand-chose, sinon libérer les Congo. 2026, nous avons dit c'est l'année de la victoire. Nous allons nous voir à Noël prochain, nous allons avoir l'interview et vous verrez où nous serons à ce moment-là.